Alors, notre thème à nous, c'est ouvrir un peu, quelque peu, les horizons, hein, autour de l'évolution de la question du vieillissement et de la question aussi de comment une population vieillisse, mais à la fois continue à habiter, à être vivante sur les territoires et comment les territoires s'organisent autour de cela. Vous avez écrit, je crois, un ouvrage, on l'a observé, hein, en 2003, qui est un ouvrage prospectif, démographique, un peu autour des questions du vieillissement de la société à l'horizon de 2030. Alors entre 2003 et 2030, en 19, on est à peu près au milieu. Et là, vous avez tracé des grandes lignes forces et aussi quelques préconisations. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui dans cette prospective que vous avez voulue sur une trentaine d'années, en gros? Eh bien, comment voyez-vous l'évolution de la société française et vos idées de 2003 se réalisent-elles? Écoutez, d'abord, merci de votre accueil. Effectivement, nous avons fait un travail de prospective, hein, selon les méthodes de cette discipline. Il nous a fallu évidemment retenir des variables, précisément 16 variables. Et vous savez qu'en prospective, on distingue ce qu'on appelle les tendances lourdes. Bon, c'est un mot un peu discutable, mais c'est la formulation qu'on utilise, c'est-à-dire une tendance lourde, c'est le fait que le futur serait semblable à la situation actuelle. Donc c'est la continuation du présent. Et puis on étudie les ruptures possibles, c'est-à-dire les changements dans les évolutions qui peuvent se produire. Donc pour chacune de ces variables, nous avons examiné quelle est la tendance lourde et quelles sont deux des ruptures possibles. Alors dans la mesure où nous avons retenu 16 variables, c'est simple. Si on marie ces différentes tendances lourdes et ces différentes ruptures possibles, on arrive à 256 scénarios. Bon, donc ça peut paraître aberrant, et en fait c'est absurde d'étudier 256 scénarios, tout simplement parce que ça supposerait de mettre en évidence des scénarios dont les ruptures sont incohérentes entre elles. Donc nous avons retenu 4 scénarios, et pour ces scénarios, nous avons choisi des noms de vent, correspondant donc à 4 directions du vent, hein, nord, sud, est, ouest, que nous avons appelés donc Aquilo, Eurus, Auster et Zephyrus, pour ceux qui se passionnent pour les histoires de vent. Chacun de ces scénarios donc, correspond à des évolutions possibles cohérentes, sachant qu'il y a un scénario rose qui est le scénario Aquilo, c'est-à-dire celui d'une France qui effectivement se réforme et s'adapte aux réalités, un scénario plus divers démographique d'une France qui n'arrive pas en fait à s'adapter à un monde qui évolue, donc ça c'est le scénario russe. Le scénario austère, là en fait c'est le pouvoir gris qui domine totalement la société française et qui finit par la manger en quelque sorte. Et enfin le scénario Zephyrus, donc vent de l'Ouest, donc là on évolue un peu vers un système un peu à l'américaine, c'est-à-dire un jacobinisme de minima sociaux qui en fait n'est pas satisfaisant pour un bon échange entre les générations. Et nous avions, à la suite de ces scénarios, donc l'idée, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour écarter les scénarios non souhaitables et que faut-il faire pour aller, au contraire, vers le scénario souhaité, c'est-à-dire le scénario Aquilo. Et donc, nous avions débouché sur 12 chantiers à mettre en œuvre et 67 recommandations. Et lorsque je relis aujourd'hui ces recommandations, je suis obligé de constater qu'aucune n'a été mise en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, que nous sommes plutôt toujours sur un scénario noir qui s'est déroulé ces 12 dernières années, c'est-à-dire vers un vent froid d'un pays qui a beaucoup de mal à se réformer et à répondre en fait aux besoins de sa population. Donc je suis obligé d'être un peu pessimiste, si vous voulez, enfin de constater que la société française a besoin d'être beaucoup plus secouée pour prendre en compte les réalités. Bon, je prendrai qu'un seul exemple pour illustrer ceci. Nous avions fait un certain nombre de propositions en matière de politique du logement, hein, pour des systèmes beaucoup plus souples en matière de politique du logement, donc pour fluidifier et aérer le marché du logement, que ce soit le marché locatif ou le marché de la propriété.
Et malheureusement, depuis, vous savez qu'au contraire, les réglementations ont plutôt étouffé le marché du logement, puisque vous avez pu constater comme moi la baisse, tout simplement, de construction en matière de logement ces dernières années, qui va continuer d'exercer des effets, parce que les professionnels du logement vous disent, pour faire redémarrer la construction de logements, il faut au moins 3 ans. Hein. Donc il faut, vous voyez, prendre des mesures bien à l'avance pour arriver à de meilleurs résultats. Voilà, très rapidement présenté pour ne pas être trop long et pouvoir répondre ensuite aux questions. Donc, ce travail de prospective que nous avions conduit et qui a donné lieu, donc, comme vous le disiez, à la publication d'un livre plus détaillé, bien entendu. Merci. Donc, des difficultés, toujours un scénario qui est quand même assez gris, vous dites, autour de cette évolution. Est-ce que vous pensez que notre pays est en panne par rapport aux autres pays, ou est-ce que vous pensez que dans les autres pays, vous avez un regard aussi élargi par rapport à la situation française, il y a des choses, des scénarios qui se mettent en œuvre et qui arrivent à trouver des solutions, parce que nous ne sommes pas la seule société qui vieillit, par exemple. Non, mais par contre, nous sommes le seul pays où on a renforcé, on a mis en œuvre une recentralisation. C'est-à-dire que de plus en plus, on prend des décisions au centre sans tenir compte des réalités locales. À la différence des autres pays, et notamment, je dirais, des autres pays démocratiques, qui, toutes ces dernières années, ont été plutôt dans des logiques de décentralisation, donc de permettre au local de répondre aux problèmes. Donc vous voyez bien, par exemple, que nous, on a les décisions qui ont été prises ces dernières années, c'est une diminution considérable de la libre administration des collectivités territoriales. Et donc, pour les questions d'ailleurs que vous évoquez, vous voyez bien combien les départements ou les communes sont beaucoup plus en difficulté pour investir dans des équipements qui faciliteraient la vie des personnes âgées. Alors bien sûr, les maires ne vont pas vous le dire. Ils vont pas vous dire officiellement qu'ils ont repoussé un projet de crèche, un projet de halte garderie, un projet de centre de rencontre intergénérationnelle, parce que l'État a diminué leurs ressources de 13 milliards et que les possibilités pour eux aujourd'hui de jouer sur les impôts locaux ont été quasiment supprimées entre la réforme de la taxe professionnelle et puis ce que j'appelle, moi, la nationalisation actuelle de la taxe d'habitation. Mais donc c'est là où on est très différent, si vous voulez, des autres pays au monde, où on peut apporter beaucoup plus de réponses locales, alors que le local a été étouffé ces dernières années. Effectivement, notre pays a certainement une structure très particulière dans ce jeu entre centre et local, avec des locaux aussi très très coincés, parce que le nombre de communes en France n'a jamais pu bouger réellement, il bouge un peu aujourd'hui, le nombre d'élus est colossal, les liens qui unissent et qui peuvent bloquer aussi le territoire sont très nombreux, il y a des facteurs qui sont très, très particuliers. Alors on a regardé, on a un peu observé dans nos analyses propres à l'association, là, au niveau du 1er octobre, depuis 3 ans, on fait une enquête CSA pour avoir un peu quelques chiffres sur la situation de l'isolement en France. Et cette année, on a justement voulu regarder la question du territoire. Depuis 3 ans, donc à l'occasion du 1er octobre, on sort un rapport concernant la solitude et l'isolement des personnes âgées. Donc en 2017, on avait fait un baromètre très généraliste qui s'appelait Solitude et isolement des plus de 60 ans en France. L'année dernière, on a fait l'exclusion numérique. Et que ce soit en 2017 ou en 2018, on a constaté qu'il y avait des inégalités territoriales. Et donc, du coup, on s'est également aperçu qu'il y avait peu de données sur les liens entre solitude, isolement des personnes âgées et territoire. Il y a pas mal sur le vieillissement, mais il n'y a rien sur l'isolement. Et on était persuadés dès le départ qu'il y avait un lien et que ces inégalités territoriales pouvaient avoir un impact. Donc, du coup, ce qui nous a intéressés, c'était aussi de pouvoir répondre à des questions qu'on se pose, que d'autres gens se posent, que des partenaires se posent, que des élus se posent, que des politiques se posent, que des journalistes aussi se posent. Et donc ces différentes questions, c'est est-ce qu'on est plus isolé en milieu rural ou bien en milieu urbain ? Est-ce que cet isolement est le même ? Et puis au-delà des constats, c'était aussi qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la meilleure échelle territoriale pour lutter contre l'isolement ?
Donc, au niveau des constats, donc première chose, c'est une urgence humaine et territoriale, puisqu'on a 27% des 60 ans et plus qui ressentent de la solitude. Donc, ça fait 4,6 millions de personnes. C'est énorme. On s'est intéressé aussi au risque d'isolement relationnel. Je parle de risque puisqu'on a posé une question. La question était, est-ce qu'il vous arrive de ne parler à personne de la journée? Et donc là, ça concerne 3,2 millions de personnes. C'est également énorme. Donc toujours personnes de plus de 60 ans. On est bien sur une population, un public de personnes âgées. Et sans surprise, malheureusement, les personnes qui ressentent le plus de solitude, les personnes qui sont le plus en risque d'isolement, ce sont les femmes de plus de 85 ans avec des revenus modestes. Je ne vous apprends rien, c'est le public des petits frères des pauvres. On s'est également intéressé donc au territoire, puisque c'était ça l'objectif. Et donc, on a des régions à risque. On a la région où on est actuellement, le centre Val-de-Loire. On a également la Nouvelle-Aquitaine, donc qui cumule un fort ressenti de solitude et un fort risque d'isolement relationnel. On a aussi au niveau des territoires, sans que ce soit la région, mais des territoires au niveau de la proximité, une urgence au niveau des quartiers politiques de la ville, où il y a un très fort risque d'isolement pour les personnes âgées, en sachant qu'il y a beaucoup de politiques publiques dans ces territoires de quartiers politiques de la ville. C'est concentré sur la jeunesse. Par contre, nous, on a l'impression vraiment que les personnes âgées sont les grands oubliés de ces quartiers. Le rapport montre également la structuration de l'isolement, de la solitude en fonction des territoires. En fait, en milieu urbain, ce qu'on constate, c'est des solidarités démunies, des relations de voisinage distendues. En revanche, en milieu rural, il reste de la solidarité, c'est plus fort, mais l'isolement est aggravé par des facteurs structurels qui sont le manque de transport, la disparition des commerces, les médecins aussi qui s'en vont, on a du mal à en trouver. Donc tout ce genre de choses qui sont structurelles renforcent l'isolement. Par contre, en ville, on a plus de commerce. Je passe pour les grandes villes. On a plus de commerce, on a accès à beaucoup plus de choses. Il y a des transports, mais en fait, en ville, on vit les uns à côté des autres, mais on ne vit pas ensemble. Voilà, c'est un des grands enseignements de l'étude. On a également demandé aux personnes âgées qu'est-ce qu'elles attendaient pour lutter contre leur isolement. Et on s'aperçoit, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir continuer à faire leur quotidien, à sortir, quel que soit l'âge, et pouvoir accéder à l'espace public, pouvoir accéder justement à ces transports, à ces commerces. L'isolement, c'est bien pour les personnes âgées, ne plus pouvoir continuer à faire leur vie au quotidien. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel. Donc, mieux observer l'isolement des personnes âgées sur les territoires, puisque, comme on dit que chaque territoire est différent, donc il faut vraiment aller voir ce qui se passe au plus près de chaque territoire pour pouvoir en parler, pour pouvoir combattre l'isolement. Construire donc les actions forcément au plus près de ces territoires. Bien entendu, mobiliser le grand public, encourager la citoyenneté, promouvoir des solutions d'habitat, toujours au plus près des territoires, et favoriser ce fameux quotidien des aînés. Et ce qui est assez drôle, c'est que les propositions dont parlait, les préconisations dont parlait M. Dumont, on retrouve les mêmes des années après. Donc on va peut-être essayer maintenant de passer à une action concrète, que ces propositions ne soient pas juste sur papier et qu'on les fasse vraiment dans la réalité. Donc de tous ces enseignements, de toutes ces préconisations, s'il fallait retenir les grandes lignes, il y a des personnes âgées isolées, quel que soit le territoire, avec des spécificités d'isolement, parce que c'est les spécificités territoriales, géographiques, historiques aussi parfois, économiques et sociologiques. Du coup, la meilleure échelle territoriale pour lutter contre l'isolement, c'est la proximité, en s'appuyant sur les acteurs des territoires en proximité, parce que c'est eux qui ont la connaissance. Et quand je dis les acteurs, c'est les élus donc, territoriaux, je pense bien entendu aux municipalités, mais c'est aussi tous les acteurs qui font le territoire. Ça peut être des commerçants, ça peut être évidemment les professionnels de santé et évidemment les citoyens du territoire qui ont un rôle à jouer, puisqu'en fait le remède, c'est tous ces acteurs.
Oui, le registre de la proximité, effectivement, c'est une rhétorique que l'on entend souvent. Après, tout dépend le sens qu'on lui donne. On retrouve des éléments assez fondamentaux dans cette étude, le clivage urbain-rural. Il y a deux grands sociologues qui sont aussi chanteurs que j'aime bien. Le premier, c'est Michel Sardou. Ces villes de grande solitude. Bon, on retrouve ça. Hein. Et puis, plus récemment, Gauvin Serre, Les oubliés. Eh bien, effectivement, là aussi, il illustre une autre réalité qui est la réalité rurale. Alors, si on prend un vrai sociologue, Émile Durkheim, lui, il oppose communauté et société. La communauté, c'est la société traditionnelle qui, effectivement, produit du sens collectif, mais si elle n'est pas accompagnée par des services publics, c'est le cas de la situation en milieu rural, peut renforcer ce sentiment de solitude. Ce qui se passe un peu comme dans une région comme ici ou comme en Bretagne. Et à l'inverse, dans des espaces urbains qui font société, mais qui sont marqués par une très forte individualisation des relations sociales, eh bien là, ce n'est pas les services publics qui manquent, mais c'est tous les liens informels qui font sens, qui donnent finalement réalité à cette société. Donc on est confronté, à mon avis, à travers la thématique de la proximité, en réalité à une kaléidoscope de situations. Et si on n'est pas en capacité, et je ne pense pas qu'on le soit, il faut être positif, mais je pense qu'actuellement en France, on n'est pas en capacité de répondre à cette différenciation, eh bien on risque de mourir en bonne santé. C'est-à-dire de laisser dans une logique finalement très marquée par l'inertie progresser un certain nombre d'inégalités territoriales, l'accès aux services publics dans le milieu rural, et puis une forme de solitude dans les espaces urbains. Dans les, je crois, 3 millions de personnes qui ne parlent jamais, le fait s'aggrave avec, as-tu dit, des femmes qui sont seules, de plus de 85 ans, et dans des lieux, finalement, de pauvreté, avec des revenus très faibles. Je crois que cette question de l'inégalité aussi à ce niveau-là aggrave fortement la question de l'isolement et la souffrance que l'on peut recevoir et la déclassification quelque part. Alors je pense qu'on pourrait peut-être écouter une personne, François Soulage, qui a énormément travaillé autour de cela, qui a été président de Secours catholique, qui a été le président de la commission alerte de l'UNIOPS et qui est pétri de cette question-là. Écoutons-le. Quand on veut répondre à la question de qu'est-ce que la pauvreté aujourd'hui et qu'est-ce que la pauvreté de demain, je crois qu'il faut effectivement faire ce que je fais habituellement, c'est-à-dire ne pas parler que de la pauvreté matérielle. Parce que la pauvreté matérielle, on l'a traduit par des chiffres, ils sont connus, c'est 13,6% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, mais ça c'est un indice matériel. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est ce que moi j'appelle la pauvreté culturelle, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas les codes culturels. La pauvreté relationnelle. Les gens, ça rejoint une grande préoccupation des petits frères des pauvres et puis de tout ce que vous avez fait avec Mona Lisa sur la question de l'isolement. C'est aussi la pauvreté en termes de capacité à maîtriser un peu sa vie. C'est-à-dire, c'est à la fois, on ne me demande pas mon avis, et d'une certaine manière, je n'en ai pas parce que je n'arrive pas à être suffisamment dans les circuits pour avoir un avis. Donc il y a là l'impression qu'on est pauvre, enfin, la société ne vous reconnaît pas, et moi-même j'ai du mal à me reconnaître dans une société. Donc ça devient très compliqué, parce que la pauvreté matérielle, on la réglerait, entre guillemets, par l'amélioration des minima, et puis peut-être d'ailleurs par des services sociaux un peu plus dynamiques. Mais la pauvreté culturelle, ça renvoie à tout votre passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, on a dit, et je crois qu'on avait raison, qu'on n'a pas parlé des personnes âgées. Mais en même temps, les pouvoirs publics nous répondent, oui, mais les adultes d'aujourd'hui sont les pauvres de demain. Donc si sur ces questions de pauvreté culturelle,
on ne s'attaque pas dès le jeune âge, et ensuite, eh bien, on va continuer à fabriquer des générations de gens qui vivront une pauvreté culturelle, des gens qui n'ont pas les codes. On n'attaque pas la question de la pauvreté des personnes âgées à la racine, et notamment sur cette question de la pauvreté culturelle, de l'isolement. Si c'était le cas, Mona Lisa aurait connu un développement bien plus important qu'il a connu. Donc moi, je trouve que le plan pauvreté avait raison de s'attaquer aux racines. Il a tort de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas s'occuper de la situation qui est celle aujourd'hui des personnes âgées. D'autant que la situation aujourd'hui des personnes âgées, avec déjà la prolongation de l'âge moyen des personnes et de la dépendance, pose d'ores et déjà des problèmes importants d'accompagnement des personnes âgées. Et donc, quand le plan pauvreté insiste beaucoup sur le mot accompagnement, moi je l'aurais dit à plusieurs reprises, et Armelle d'ailleurs l'a dit aussi, mais l'accompagnement des personnes âgées, c'est quelque chose d'essentiel. Et nous, on pouvait vous en parler, je n'ai pas l'impression qu'on ait pu en parler beaucoup. Et je crois qu'on ne peut pas compter sur le lien familial comme la solution pour le maintien du lien avec les personnes âgées. Et donc des associations comme la vôtre, il faut qu'elles aient bien ça en tête, c'est que vous allez être amenés les uns et les autres, enfin moi je vois aussi mon expérience de secours catholique, à remplacer ces liens. Ces liens, c'est pas du matériel, c'est du lien avec la personne, c'est de la confiance. La personne âgée, à mon avis, a de plus en plus besoin de quelqu'un auquel elle puisse se confier. Et si ce n'est pas la famille, il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Moi, je pense que dans le plan pauvreté, d'ailleurs, on a beaucoup insisté sur cette question. Quand on parlait de l'accompagnement, c'est l'accompagnement avec des personnes de confiance. Je crois qu'on va avoir une influence croissante de cette pauvreté culturelle. Et c'est pour ça que je trouve que la stratégie de lutte contre la pauvreté est un moment important et il faut se battre. Et moi, j'ai beaucoup soutenu, quand j'étais le président du collectif Alerte, les petits frères, notamment avec Alain Villez et Armelle, parce que on ne peut pas se contenter de ça, parce qu'on sait qu'on est en train de préparer des pauvres de demain, des personnes âgées pauvres de demain. Et ça me paraît aujourd'hui... donc cette pauvreté culturelle est essentielle. Et puis le deuxième, c'est l'urbanisation croissante. On est plus pauvre quand on est une personne âgée en ville que lorsqu'on est une personne âgée pauvre en milieu rural. En milieu urbain, on ne connaît pas les gens. La cellule familiale est une cellule de plus en plus éclatée, donc on ne peut pas compter sur elle pour assurer ce lien social. Et comme on est souvent avec des personnes âgées qui ont vécu dans un modèle familial mais qui maintenant ne l'ont plus, ce n'est pas quand on est d'une personne âgée qu'on reconstruit un réseau. Et donc c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Je suis convaincu aujourd'hui qu'une personne âgée qui n'a pas un réseau social et qu'elle garde son réseau social se trouvera en très grande difficulté. Et ça, c'est une évolution qui va être de pire en pire avec l'urbanisation croissante. Aujourd'hui, on parle des aidants familiaux. Je crois profondément que ça ne durera pas éternellement. Parce que lorsque les personnes âgées dépasseront allègrement les 90 ans et que leurs enfants dépasseront allègrement les 70 ans, ils ne seront plus aidants familiaux parce qu'eux-mêmes auront peut-être besoin d'aidants familiaux. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur cette question. Il faut avancer sur la question des aidants familiaux avec beaucoup de prudence, en termes purement matériels, en termes de disponibilité. Qu'on travaille pour leur faciliter la vie quand ils existent, ce n'est pas la solution. Ça, pour moi, si on plaide trop dans ce sens, c'est un aveu d'échec de la puissance publique. Alors, au milieu de tout ça, on a l'impression que la stratégie pauvreté, c'est un autre monde. Or, je crois qu'il y a peut-être un petit coup à jouer autour de ces gens-là qu'on a appelés les hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté, qui vont être des personnes, on n'en a pas beaucoup dans l'administration, qui vont être complètement transversaux. Ils vont avoir la charge de la lutte contre la pauvreté dans son ensemble. Mais dans les régions, je pense qu'on aura là des interlocuteurs accessibles sur des solutions qui peuvent être elles-mêmes mises en œuvre parce qu'on est quand même beaucoup sur du qualitatif. Et donc des coups de main, des opérations de prise de conscience, ça peut être plus facilement jouable au niveau régional qu'au niveau national. Donc moi je pense qu'il y a là une opportunité. En tout cas,
si j'étais à votre place, je m'occuperais très sérieusement du contact avec ces fameux hauts commissaires. Le drame de la personne âgée, souvent, c'est qu'on ne la sollicite plus. Une personne à qui on demandera son avis, qui aura l'impression que son avis est écouté, c'est autant de lutte contre la pauvreté. Et vous voyez, on n'est pas dans la pauvreté matérielle, on est dans la pauvreté relationnelle, on est dans la pauvreté intellectuelle, la pauvreté culturelle. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Parce que nos politiques, si on a suffisamment de poids, ce n'est pas encore le cas, mais si on a suffisamment de poids, on pourra peut-être avancer dans la pauvreté matérielle. Mais dans tout ce dont je viens de parler, non. Non. Est-ce que attaquer la pauvreté à la racine, c'est trouver des démarches propres par rapport au territoire propre, et notamment cette question entre urbain, et encore urbain, il y a des strates d'urbain, il me semble qu'il y a les cœurs de ville, et il y a un plan qui est d'ailleurs sur les cœurs de ville, il y a les périphéries, il y a le périurbain, il y a les zones de politique de la ville, on voit bien que l'urbain est très divers, et puis le rural, lui aussi, est divers. Et on voit, et j'ai lu un de vos derniers articles, qui nous dit bien qu'il y a des expériences, notamment dans le monde rural, et qu'il n'y a pas de ligne définie. Le monde rural n'est pas condamné. Alors qu'il y a quelque temps, on pouvait parfois le condamner comme un lieu d'isolement. Comment on évolue là-dessus, et qu'est-ce qui serait possible pour nous de mettre en place pour aller au plus près, justement, et trouver et mettre en place les bonnes synergies au plus près? Le premier élément qu'il faut préciser, c'est que la pauvreté à sa racine, elle commence dans l'éducation nationale. Et c'est un ancien recteur d'académie qui vous le dit, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on regarde les taux d'illettrisme en fin de CM2, on sait qu'on est en train de préparer la pauvreté de demain. Donc moi, j'ai toujours dit à mes ministres de l'Éducation nationale, la priorité des priorités, c'est de faire baisser le taux d'illettrisme en fin de CM2. Et comment on le fait baisser? Eh bien, en fait, on le fait baisser par des réponses locales. Pourquoi? Parce que selon les écoles primaires, vous n'avez pas le même type de population. Et même moi qui ai dirigé plusieurs ZEP, vous savez, ces zones d'éducation prioritaire, eh bien, elles sont toutes différentes les unes des autres. Vous avez des ZEP où il n'y a aucune activité associative autour, et donc c'est très difficile pour l'éducation nationale de développer du soutien scolaire ou autre, et puis d'autres ZEP où il y en a. Or, la réponse à l'illettrisme, eh bien, elle est notamment chez les personnes âgées. Moi, j'ai conduit des expériences pour jumeler des maisons de retraite avec des écoles primaires. Vous aviez effectivement les personnes âgées qui faisaient du soutien scolaire pour les jeunes, et puis des jeunes qui, par exemple, expliquaient à une personne âgée comment servir d'une tablette, etc. Donc c'est là où l'intergénérationnel est tout à fait essentiel, parce que ça permet à la fois à la personne âgée de ne plus être isolée, de se sentir un citoyen qui est utile à l'avenir d'un jeune et de son pays, et en même temps, ça peut permettre de lutter contre l'illettrisme. Mais on voit bien que la réponse, elle est locale. Ce n'est pas avec une organisation nationale que l'on va résoudre ce problème. Par contre, il faut encourager ces expériences locales et les mettre en valeur. Romain Masquet, vous avez quelques éclairages, notamment vous qui observez beaucoup les politiques publiques. Est-ce qu'il paraît que des politiques publiques rénovées sur ces thématiques-là de lutte contre l'isolement en fonction des territoires, au plus près justement, sont possibles aujourd'hui, et lesquelles? Oui, elles sont possibles. La seule difficulté, et elle n'est pas des moindres, c'est qu'on a une fragmentation des politiques publiques aujourd'hui en France. Ça a été évoqué par vous et par mon collègue. Ce millefeuille administratif fait que, effectivement, dans la capacité que les institutions publiques ont à entrer en relation avec des corps intermédiaires, des grandes associations et à expérimenter, elle est faible en France. Elle est faible parce que tout le monde a un petit peu de pouvoir, mais personne n'en a vraiment. Donc il y a une faible capacité d'innovation publique qui est liée au fait qu'on a une grande fragmentation, ça a été dit, 40% des communes de toute l'Union européenne, plus de 1200 intercommunalités, une centaine de départements, etc.
sans compter les syndicats divers et variés, sans compter l'administration déconcentrée de l'État, sans compter les agences. Bon, donc effectivement, mais ça n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'on a cet état mental de regarder systématiquement dans le rétroviseur du « c'était mieux avant », sauf que le « avant » ne reviendra jamais. La société change. Et notre design de politique publique ne change pas, ou pratiquement pas. Donc ça, c'est un vrai souci, parce que pour accompagner et expérimenter avec des associations telles que la vôtre, il faut quand même une capacité politique ascendante, importante. Or, c'est un peu l'armée mexicaine, si vous voulez, hein, notre système politique local, avec souvent des élus qui sont de bonne volonté, mais qui ne sont pas forcément formés, qui sont très nombreux, qui sont dans des longs chaînages inter-institutionnels, et donc la réactivité, elle est relativement faible. Alors bien sûr, on peut toujours trouver la bonne expérience, le bon cas d'étude où ça s'est bien passé, sauf qu'on ne peut pas le dupliquer. Pourquoi on ne peut pas le dupliquer? Parce que ça correspond à un écosystème qui a bien fonctionné à un moment T. Vous savez, c'est comme les clusters, les pôles de compétitivité, on ne sait pas les dupliquer. Ça marche à un endroit, mais la Silicon Valley, si on savait la dupliquer, on la ferait partout, hein. On ne sait pas la dupliquer. Donc, je pense qu'il faut adopter un nouveau logiciel qui est effectivement de laisser davantage de liberté locale, en sachant que chaque trajectoire sera différente d'un territoire à l'autre, en ce qui concerne, par exemple, l'accompagnement du vieillissement, des politiques de lutte contre l'isolement. Mais, et là j'en terminerai là, vous voyez bien que fondamentalement, ça heurte le logiciel français. C'est-à-dire que ça heurte le logiciel égalitariste. Hein, puisque ça veut dire qu'on va avoir des solutions différenciées selon les territoires. Ça veut dire que les personnes âgées, d'une certaine manière, il faut savoir se le dire, n'auront pas accès forcément aux mêmes services partout. Est-ce qu'on est capable de penser ça et d'accepter cela? C'est sûr. Et je pense que vous illustrez très bien ce millefeuille français, cette complexité qui ne fait que s'accroître finalement. Maintenant, les EPCI, les transferts de compétences, on ne sait même plus trop bien où sont les compétences. Et pour nous, associations, il nous semble aussi que, justement, je reviens à cette histoire de très grande proximité, que c'est peut-être à partir d'une réalité locale non duplicable, certainement, que des choses peuvent s'initier à partir du moment où il y a une vraie démarche de participation, qui est un des thèmes très forts pour notre association aujourd'hui. Donner la parole, mais plus que donner la parole, c'est coélaborer, y compris avec des personnes qui ne coélaborent à peu près jamais. Et là, les expériences, finalement, de coélaboration sur un lieu, pour construire vraiment des solutions propres à celui-là, sont quand même très faibles et pas très favorisées. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Et il y a quand même des exemples. Alors, je sais que dans un de vos articles aussi, Charles-François Dumont, vous avez montré un petit exemple en Haute-Loire. Je sais que moi, je me suis aussi intéressé à une petite ville de Luzy, par exemple. Alors, certes, ce n'est pas duplicable, mais des éléments nouveaux peuvent se faire dans un contexte, effectivement, de millefeuille. Je sais que moi-même, sur mon propre territoire, dès que je veux apporter des choses un peu nouvelles là-dessus, j'ai beaucoup de mal, personne ne vous entend parce que le vieux réflexe revient toujours. Alors comment faire bouger des choses? Est-ce que vous pensez que c'est possible quand même? On peut faire bouger les choses, mais nous sommes quand même des citoyens. Et en tant que citoyens, il faut effectivement qu'on demande un assouplissement considérable des réglementations. Si vous voulez, c'est dans tous les domaines. Prenons, alors je vais prendre un autre exemple, mais pour bien comprendre. On nous parle beaucoup de la transition écologique. On a un État qui considère que pour la transition écologique, il faut des lois générales pour l'ensemble des territoires français. Alors je suis désolé, s'adapter à la transition écologique en Alsace et en Gironde, alors que ce n'est pas du tout la même morphologie, ce n'est pas le même climat, etc., sont des réponses différenciées. Donc ce n'est pas une loi qui s'applique de la même façon partout. Et là, c'est exactement la même chose. Bon, prenons l'exemple d'une innovation que j'ai primée dans le cadre d'un prix auquel je contribue. Bon, il s'agit d'un EHPAD qui a décidé, juste avec l'EHPAD, d'avoir des logements étudiants. Donc, la ville loue a décidé de louer à des étudiants, des studios étudiants, à un prix moins cher, parce que les étudiants donnent 5 heures par semaine
pour des missions pour l'EHPAD. Bon, c'est quelque chose de très bien, mais effectivement, ce n'est pas forcément duplicable, par exemple, ici, parce que je ne sais pas s'il y a la possibilité ici, les universités sont trop loin ici. Bon, donc, mais il y a plein d'idées comme ça qu'il faut mettre en œuvre, mais pour les mettre en œuvre, il faut effectivement que les gens soient en responsabilité. Et malheureusement, il ne faut pas attendre de l'État, ce n'est pas le rôle de l'État. Je me souviens encore d'une audition récente au Conseil d'État, parce qu'il s'interrogeait sur le problème de l'expérimentation. Et alors, il y avait évidemment un ancien préfet de région et des conseillers d'État. Et je leur dis, vous savez, il n'y a pas d'expérimentation à attendre de l'État, parce que de toute façon, un haut fonctionnaire qui expérimente, il prend des risques pour sa carrière. Un haut fonctionnaire qui ne fait rien et qui n'expérimente pas, il ne prend pas de risque pour sa carrière. Et le préfet de région qui présidait cette audition me dit, je viens d'écrire ce que vous venez de dire et je l'ai souligné 2 fois. Bon. Donc ça veut dire que l'innovation, elle va venir des associations comme la vôtre, elle va venir de responsables locaux. Mais donc il faut au moins que l'on ait des lois qui n'étouffent pas l'innovation. Bon, aujourd'hui, une association comme la vôtre, effectivement, elle ne sait plus très bien parfois quel est son interlocuteur. De même que le citoyen. Parce que combien de fois aujourd'hui on téléphone à sa mairie et sa mairie dit « Ah ben non, c'est plus nous, il faut téléphoner à un autre endroit ». Donc ça commence très mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas clarifié les compétences, on a compliqué la compréhension des compétences. Donc je crois qu'il est important aussi, en tant que citoyen, de se battre en ce domaine. D'ailleurs, bon, je constate que le gouvernement actuel est en train mis sur pied un projet de loi qui s'appelle Engagement et proximité. Merci Romain. Engagement et proximité. Je constate que ce projet de loi ne proposait que des éléments homéopathiques, et je vois que le Sénat, heureusement, va beaucoup plus loin. Mais en tant que citoyen, il faut soutenir effectivement cet assouplissement. Il faut que cette loi aille beaucoup plus loin que ce qui est projeté. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même énormément de dialogue entre tout. Vous dites que le Sénat réagit, quoi. Je trouve que sur ces questions, il y a quand même de vrais débats ouverts aujourd'hui. Et je pense qu'il faut entrer, vous nous dites, un peu par tous ces interstices. Attention, possibles. c'est grâce aux Gilets jaunes. Oui, ça, c'est très important. C'est sûr. Parce qu'effectivement, moi, j'ai été auditionné plusieurs fois au Parlement et je leur ai dit, après juin 2017, je leur ai dit, mais en fait, le président Macron, il ne doit rien à M. Hollande. Donc, il peut quand même faire un inventaire des lois qui ont été votées sous Sarkozy et sous Hollande, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et le modifier. Eh bien non, il ne voulait rien changer. Et il a fallu effectivement qu'il y ait les gilets jaunes pour qu'on se dise, mais il faut quand même qu'on fasse le bilan de lois étouffantes et qu'on leur redonne de la souplesse. Oui, nous, on a été au petit frère des pauvres super déçus de ne pas voir les personnes âgées dans... Ça marche ou pas? Oui, ça marche. Dans le plan pauvreté. Surtout qu'on sait, pauvreté financière, malheureusement, ça va de pair avec la pauvreté relationnelle. Et puis, je voulais revenir sur une étude de l'adresse de l'année dernière qui a constaté qu'il y a 1,4 million de personnes de 53 à 69 ans qui vivent sans emploi ni retraite. On appelle ça les NER. 1,4 million, c'est pas négligeable. Et donc là, on voit bien que notre société est également en train de fabriquer des futurs vieux pauvres. Donc la pauvreté va se prendre à la racine sur la jeunesse, et c'est super bien. Mais ces personnes-là, elles ne sont plus très jeunes, 53-69 ans, mais elles vont basculer, elles y sont déjà, elles vont basculer encore plus avec l'âge, voire le grand âge, dans la pauvreté, la précarité et les difficultés. Donc du coup, je vais revenir par rapport au territoire. Armel disait tout à l'heure, pas seulement pallier, mais aussi faire changer. Et en effet, c'est le but. On n'est pas là que pour mettre des pansements. Notre objectif aussi, c'est de faire changer les choses. D'où l'importance de témoigner, d'alerter, d'être présent dans les grands débats de société. C'est ce qu'on fait déjà au niveau, bien sûr, national. Je vais donner quelques exemples. Bon, déjà, il y a 2 personnes accompagnées qui participent à la consultation citoyenne sur l'environnement. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'elles puissent prendre la parole.
Il y a le revenu universel d'activité, donc là aussi les petits frères des pauvres sont présents et portent à chaque fois la parole des personnes âgées et font en sorte que les personnes âgées, donc les conditions des personnes âgées, ça soit entendu. Le futur proche, c'est aussi le projet de loi Grand Âge et Autonomie, donc là on a un rôle à jouer. La réforme des retraites, vraisemblablement, mais ce n'est pas qu'au niveau national, c'est au niveau territorial. Et donc là, je rejoins ce que disaient les autres intervenants, et au niveau territorial et au niveau de la proximité, parce que tout ça, ce qui va être le RUA, le grand âge et autonomie, c'est bien entendu au niveau territorial également que ça va se jouer. Et donc c'est au niveau des territoires que nous devons également porter donc les préconisations des petits frères des pauvres et aussi tout ce qu'on fait en solution, en innovation, parce qu'on le fait, il faut les faire connaître au niveau du territoire et à tous les niveaux des territoires, que ce soit donc la région, le département et la commune. Et en général, les élus sont à l'écoute et donc il faut continuer à le faire. C'est ce qui était intéressant au moment où la concertation s'est un petit peu lancée sur la mise en route de la métropole. Donc en gros, ça a été une période qui a duré de 2013-2014 jusqu'à sa mise en place effective en 2015 et surtout ses mises en place opérationnelles en 2016. Le sujet du vieillissement est sorti assez spontanément. Il y a eu plusieurs ateliers qui ont été menés. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que cette métropole qui avait pour ambition de créer des transversalités entre ces compétences que j'évoquais tout à l'heure, pour répondre aux enjeux que vous évoquez vous-même, c'est-à-dire comment on coordonne mieux les politiques publiques, et qui est un objet tout à fait inachevé à ce titre-là, mais en tout cas qui a vraiment eu la volonté de le faire, a perçu le sujet du vieillissement comme un sujet qui véritablement permettait de faire résonner, de faire travailler ensemble des acteurs qui viennent de l'urbanisme, des acteurs qui viennent du développement économique, ceux qui viennent de l'action sociale, des acteurs de mondes très très différents. Et au moment donc de ces études qui ont été menées pour aller vers la métropole, il y a 3 domaines très forts qui sont ressortis sur le sujet du vieillissement, c'est l'habitat, l'accès au numérique et la lutte contre l'isolement. Donc habitat au sens très très large, c'est-à-dire comment on permet à une personne de pouvoir vieillir sereinement dans le maintien de ses habitudes, dans son bassin de vie, pour essayer d'éviter de la déraciner sur des logiques purement de placement, entre guillemets, même si le terme est sans doute pas le bon, mais voilà, liées à des impossibilités à pouvoir rester chez elle à un moment donné. Donc il y a vraiment eu ce travail qui a été mené. Travail renforcé évidemment par les 3 défis démographiques, alors ça qui sont assez communs à tout le monde, même si c'est un petit peu plus marqué en ce qui nous concerne, c'est-à-dire, on sait que le vieillissement, ça se précise avec un triplement du nombre de personnes de plus de 75 ans attendues dans les 10 prochaines années, et puis le défi social aussi, avec la baisse du nombre d'aidants naturels, entre guillemets, qui environne ce contexte. Voilà, alors ensuite, de manière opérationnelle, peut-être, pour vous dire ce qui s'est fait depuis que la métropole s'est mise en place. Alors déjà, il y a les transversalités que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, vous évoquiez le jumelage entre des institutions liées au maintien dans l'autonomie, entre guillemets, et puis des établissements scolaires. Évidemment, les collèges, très, très rapidement, il y a eu un lien fort qui a été mené, puisque la direction des collèges, en fait, est commune avec la direction de l'action sociale. Donc, ils se sont parlé. Même si c'est pas toujours facile. L'habitat aussi a rejoint la direction des solidarités. Donc là aussi, un gros travail qui a été mené, qui a permis de faire émerger une dizaine, il y a à peu près 1000 logements là, qui sont en cours de réalisation sur soit résidence intergénérationnelle, soit habitat groupé, et la direction de la culture, la direction du sport, qui se sont mis à réfléchir à comment donner accès aux personnes âgées avec leurs collègues du social qui venaient les interroger, et tout ça dans un esprit de concertation assez intéressant. Voilà, donc ça c'est des choses qui commencent à avancer. Après, dans les choses beaucoup plus structurantes qu'on essaye de mettre en place, même si c'est pas toujours évident, il y a un aspect préventif. Je dirais que j'ai beaucoup aimé votre expression, Monsieur Dumont, sur les racines de la pauvreté. Les racines du bien vieillir, c'est dans la petite enfance. C'est la même chose. Il y a un gros projet. On a la chance d'avoir sur le territoire en plus un monsieur qui s'appelle le professeur Chauvin, qui est un Stéphanois, président du Haut Conseil de la santé publique,
qui se bat depuis des années, et là avec la métropole il a trouvé un soutien pour lancer ce qu'il appelle lui un projet de renforcement de la littératie en santé, donc ça veut dire des compétences en gros en santé, et donc il y a un gros programme qui est mené depuis quelques temps, là, qui vraiment on sent qu'il y a des effets intéressants autour de la petite enfance, donc en lien avec nos services de protection maternelle et infantile, de la petite enfance des écoles primaires, maternelles particulièrement, pour accompagner les enfants dans l'acquisition de bons réflexes avant leurs 6 ans, sur le maintien dans l'activité, voilà, le fait de bien manger, de la nutrition, les messages de prévention de base. Enfin, voilà. Donc c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, menées sur tout le territoire national. L'étude n'est pas cantonnée uniquement à la métropole. Mais voilà, il y a un vrai travail qui est fait pour essayer de voir quel effet ça pourrait avoir. C'est un travail au long terme, évidemment, de pouvoir travailler sur ces compétences en santé assez tôt. On sait qu'il y a à peu près 13 ans de différence d'espérance de vie entre les plus aisés et les plus défavorisés en France. Mais le critère le plus important, et c'est là-dessus que le travail est basé, c'est les inégalités en espérance de vie en bonne santé. Sachant qu'en plus, sur ce critère-là, pour la population générale en France, on est plutôt mauvais. Enfin, mauvais. Ça s'améliore, mais c'est doucement. Je crois qu'on est à 62 ou 63 ans aujourd'hui. C'est un chiffre d'ailleurs intéressant à avoir en tête par rapport aux débats sur la retraite, par exemple, qui sont en cours. Donc il y a une vraie importance à travailler tout au long de la vie à la prévention pour arriver le mieux possible, entre guillemets, à l'étape du vieillissement. Alors, il faut quand même rappeler l'une des raisons quand même de l'isolement, c'est aussi la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Enfin, chacun le sait ici. Donc il y a quand même une féminisation de ce que j'appelle la gérontocroissance, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de personnes âgées qu'il faut distinguer du vieillissement. Deuxième élément qu'il faut rappeler, parce que nos contemporains ont l'impression qu'il y a une aggravation de la situation parce qu'il y aurait de plus en plus de personnes âgées dépendantes. Or, en fait, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a plus de personnes âgées dépendantes, mais c'est tout simplement parce qu'il y a plus de personnes âgées. Mais en pourcentage du nombre de personnes âgées, on est plutôt légèrement en réduction. Donc, vous voyez, il y a cette impression qui est fausse sur la réalité. Donc, si vous voulez, c'est une impression qui conduit un peu sur une fatalité, en disant si toutes les personnes âgées deviennent dépendantes, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qui est totalement faux. Leur pourcentage diminue. Donc le véritable problème, c'est d'inscrire les personnes âgées, d'aider les personnes âgées à s'inscrire dans une logique de citoyenneté. Et en la matière, il y a ce qu'on peut faire localement, mais je reviens quand même sur la nécessité de lois nationales. Nous avons, en France en particulier, eu des lois qui ont considérablement favorisé la grande distribution et donc qui ont détruit des commerces de centre-ville où habitent des personnes âgées et où le lien social se faisait naturellement à l'occasion des achats chez le commerce. Donc déjà, moi je me bats parce que, si vous voulez, il y a des maires qui me disent « Ah ben non, il suffit que nous décidions, il n'y a pas à changer la loi ». Sur la politique commerciale de l'État. Je dis non, il y a à changer la loi sur la politique commerciale de l'État. C'est-à-dire qu'il faut que l'État ait une loi qui permette plus facilement aux maires d'interdire l'existence d'immenses centres commerciaux qui mangent le lien social. Je vous donne un seul exemple. Je ne sais pas s'il y a des gens du département de la Vienne ici, mais je vais donner cet exemple. Donc, qu'est-ce que vous voyez au sud de Poitiers ? On a construit un immense centre commercial qui s'appelle Poitiers Sud. Et évidemment, c'est un lieu de total anonymat. Qu'est-ce qu'on a tué? Parce qu'en fait, on a tué d'une part des commerces de centre-ville, qui étaient accessibles aux personnes âgées et où elles pouvaient en plus rencontrer des personnes des autres générations. Et puis on a tué plein de commerces de tous les gros bourgs au sud de Poitiers, parce que les gens vont à ce centre commercial de Poitiers-Sud qui ne nécessite pas d'entrer dans Poitiers, qui est vraiment au sud de la ville. Mais on pourrait multiplier les exemples semblables. Donc oui, il y a le travail local, mais nous avons quand même notre travail de citoyen pour que le cadre ne soit pas un cadre qui, en fait que l'isolement se développe encore de plus en plus. Donc
Autre élément important, parce que, comme vous le savez, il y a quand même un pourcentage élevé de la population dans le monde rural, plus élevé que dans le monde urbain. Et ça suppose effectivement de favoriser, moi, ce que j'appelle les politiques de régénération. On est aujourd'hui dans une situation totalement paradoxale. D'une part, nous avons des pouvoirs publics qui encouragent l'accroissement des métropoles, pour de multiples raisons. Et d'autre part, nous avons des Français, il y a encore une enquête qui est parue avant-hier, qui au contraire disent « mais nous, on veut vivre dans le monde rural ». Or, il est important effectivement d'encourager ce libre choix des Français vers le lieu d'habitant, parce qu'il faut favoriser la régénération du monde rural. Ce que j'appelle la régénération du monde rural, c'est le fait que des jeunes Français aillent s'implanter dans le monde rural. Alors, ils le font déjà naturellement. Vous avez des départements comme la Creuse ou le Cantal qui, pendant un siècle et demi, ont connu de l'émigration rurale, qui aujourd'hui a un sol migratoire positif. Et ce sol migratoire positif, il n'est pas dû qu'à des personnes âgées qui viennent y passer leur retraite, mais il est dû aussi à des jeunes qui viennent s'y installer. Or, ce problème de régénération est important, parce qu'effectivement, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, il faut aussi que le territoire local ait une bonne pyramide des âges. Et donc, il faut y encourager de l'attractivité. L'article 34 de la Constitution, c'est le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre. Les collectivités territoriales n'ont que des pouvoirs réglementaires résiduels. Donc si, effectivement, vous voyez, mais là ce sont des scénarios... Voilà, sans doute que j'aimerais voir venir, mais j'en suis pas sûr, ou alors je serais très âgé, me semble-t-il, que le pouvoir central accepte de partager la norme. Mais encore faudrait-il que les territoires ne reproduisent pas des formes de centralisme locaux ou de centralisme régionaux. Parce qu'il faut quand même se méfier. Vous parliez de transversalité. Le modèle français s'est décliné à tous les niveaux ensuite. Que font les présidents de conseils régionaux, départementaux, les maires, les EPCI? Ils font comme les ministres. Ils fonctionnent la plupart du temps en silo. Et je ne suis pas sûr que le fonctionnaire territorial soit plus souple que le fonctionnaire d'État. Donc c'est une rigidité bureaucratique qui est très liée au modèle français. Donc effectivement, moins de normes, une norme plus partagée serait sans doute la bonne solution. Je vous renvoie au combat sans fin mais vaillant d'Alain Lambert, par exemple, sur la réduction des normes. Mais les lois bavardes, malheureusement, elles ne cessent de se développer. Le législateur ne cesse d'empiéter sur le pouvoir réglementaire. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les acteurs ne se comportent pas comme la loi aimerait qu'elle le fasse. Donc, j'ai envie de dire, oui, sans doute un partage de la norme. Déjà, ça permettrait un peu plus de diversité. Mais encore faudrait-il que les comportements d'acteurs... Le droit, la norme, effectivement, c'est un espace de contrainte et d'opportunité, mais ensuite, les bons juristes savent ça. La norme, les acteurs en font aussi, ils jouent avec la norme. Si on a un jeu d'hyper-centralisation, d'hyper-sectorisation, je ne suis pas sûr que l'espace local... Voilà, tout va dépendre des écosystèmes. Il y a des écosystèmes qui, effectivement, par un partage de la norme, vont être plutôt innovants. Mais dans d'autres cas, ce sera malheureusement une reproduction d'une norme centrale peut-être encore plus forte. Donc là-dessus, je suis assez fédéraliste. Le milieu urbain est en fait sur une pression médiatique extrêmement forte, donc est extrêmement influencé par ce que disent les médias. Et c'est vrai que quand on parcourt la France sans arrêt, ce que je fais, on voit qu'en fait, on a beaucoup plus de bon sens dans le monde rural que dans le monde urbain. Alors vous allez me dire, c'est un point de vue subjectif, il faudrait faire un rapport sur ce sujet. Mais d'ailleurs, on voit très bien, si vous voulez, d'ailleurs, il y a une résilience globale du monde rural qui est quand même assez extraordinaire. Parce qu'effectivement, si vous voulez, le monde rural, il est dans une situation aujourd'hui où il n'a plus rien à attendre de Paris. Donc il faut qu'il se prenne en charge. Il n'y a pas de secret.
Alors, le monde urbain, lui, il se dit, Paris va m'aider. D'ailleurs, vous savez, excusez-moi, monsieur, mais vous savez très bien que Paris verse des dotations beaucoup plus importantes aux métropoles qu'au monde rural. Hein, d'ailleurs, j'étais l'autre jour à l'Assemblée, il y avait le ministre qui parlait de cette question. Il dit, mais oui, je veux bien faire une loi permettant à une commune de quitter une métropole, mais elle ne le fera jamais, parce que si elle veut quitter une métropole, ses dotations financières vont s'effondrer d'un seul coup. Bon, voilà. Bon, donc voilà, le monde rural, il se prend en charge, ou alors, parce que c'est très différent, enfin vous connaissez bien ces questions-là, suivant la qualité de gouvernance des communes rurales, excusez-moi ce mot un peu pompeux, vous avez effectivement des communes rurales qui meurent, quand effectivement la qualité de gouvernance n'est pas bonne. Mais vous avez d'autres communes au contraire qui se disent, de toute façon, il n'y a pas de développement exogène possible, on ne viendra pas nous sauver d'ailleurs. Donc il faut que nous, on se prenne en charge et qu'on réussisse. Et donc c'est en ça que je trouve que le monde rural montre un propre dynamisme qui est beaucoup plus fort, parce que des métropoles comme Lyon ont été suravantagées par la création des grandes régions. Je pense que le monde rural est en train de porter des démarches d'aller vers qui sont extrêmement intéressantes. Je pense à la fameuse baraque à frat que nos amis Dupuis avaient développée. Ça, c'est quelque chose qu'on voit poindre dans beaucoup d'associations, dans beaucoup de territoires, les collectivités qui le portent. Et aujourd'hui, c'est la bonne idée du moment dans les territoires prioritaires de la politique de la ville, par exemple. Ça se développe énormément. Dans le cas de la concertation priorité, on a eu énormément de propositions de ce style, et notamment autour de la question de l'accès à la culture. Donc ça, c'est assez intéressant. Avec une remarque par rapport à cette démarche de mobilisation du territoire, qui est venue quand même montrer de plein fouet aux acteurs traditionnels des politiques publiques sur nos territoires, avec le peu de pouvoir qu'ils ont, je suis bien d'accord, mais qui en ont quand même un petit peu, de se rendre compte que souvent ils pensent à la place des autres, et que des décisions comme l'ouverture d'un EHPAD pour servir aux intérêts du quartier, quand c'est pris sans qu'il y ait du tout eu de concertation avec le quartier, ça ne fonctionne pas. Ou l'installation d'une maison de santé pluridisciplinaire sans avoir une communauté médicale qui porte un vrai projet de territoire, ça ne fonctionne pas. Donc la transversalité autour des enjeux de l'accès à la santé, la culture, le sport, enfin tous ces aspects-là, ça nécessite véritablement de prendre ce temps de travailler non plus dans une logique d'aller-retour entre une institution, des citoyens, des acteurs, voilà, même dans une triangulation avec du monde associatif, entreprise, etc. Mais d'être véritablement plus sur une approche beaucoup plus circulaire. Alors Cyprien Avenel parle du développement social local qui est à remettre à l'ordre du jour, qu'on soit beaucoup plus dans une approche où il y a des collectivités et des institutions qui sont facilitatrices de l'émergence de solutions portées par les acteurs du territoire. C'est, à mon avis, quelque chose d'intéressant à creuser, qui peut être un modèle de gouvernance des territoires, justement, dans le contexte français, qui permette de faire un peu bouger les choses. Je termine juste sur l'aide aux aidants, qui est un sujet extrêmement important, dans lequel les bénévoles des petits frères peuvent se retrouver, d'ailleurs, où on se rend compte que très souvent, ce qui caractérisait ce secteur, et c'est vrai pour bien d'autres secteurs, quand il y a eu cette démarche de développement social local que j'évoquais, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'aidants qui souffraient, qui s'épuisaient, etc. Et parallèlement, une offre d'aide aux aidants sous-utilisée, extrêmement éclatée, très complexe. Et la multiplication des acteurs sur nos territoires, la multiplication de la volonté d'engagement des citoyens par des initiatives associatives, par des initiatives multiples et diverses, ça met en difficulté les collectivités parce qu'elles sont bien forcées de dire c'est de l'émergence citoyenne, il faut qu'on les aide, etc. La logique d'aller-retour que j'évoquais tout à l'heure. Mais parallèlement à ça, ça éclate complètement le modèle et ça devient lisible. Donc il y a un vrai travail d'animation de cette ingénierie du territoire qu'il faut d'urgence, à mon avis, mobiliser. Je pense qu'il y a des urbains, il y a des mondes ruraux. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Il y a des métropoles qui marchent bien, d'autres qui ne marchent pas, des métropoles qui ruissellent, d'autres qui assèchent. Même chose sur qu'est-ce que c'est voilà, effectivement, la Vendée, ça fonctionne bien, mais il y a des coins dans la Creuse, ça ne fonctionne pas du tout. Bon, voilà, je pense que là, il y a garder l'idée de la diversité territoriale, de la différenciation territoriale. Et donc, qu'est-ce qui peut permettre de faciliter des logiques ascendantes? Ça a été un mot que vous avez prononcé, à mon avis, c'est la confiance. C'est la confiance qu'un ensemble d'acteurs a de porter un projet, par exemple, de lutte contre l'isolement.
Et ça, nous, les études qu'on avait menées sur la confiance politique, elle n'est pas partagée de la même manière d'un territoire à l'autre. On n'a pas de la même manière confiance dans sa commune, dans sa ville, dans sa région, d'un territoire à l'autre. En revanche, lorsqu'on regarde par exemple le baromètre de la confiance politique qui est publié régulièrement là, par Sciences Po, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les Français, de manière générale, est sans doute le peuple occidental qui se défie le plus de ces institutions. La défiance politique est aujourd'hui généralisée sur les partis politiques, sur les institutions, sur les politiques publiques. 2 items y échappent, et ça va vous faire plaisir. Les maires, 60%. 60% des Français font encore confiance aux maires, et 63% des Français font encore confiance aux associations. Donc, si vous voulez construire, à mon avis, effectivement des logiques ascendantes, il faut partir de cela. Les maires, c'est quoi? C'est le territoire, c'est la proximité. Et les associations, eh bien, c'est à la fois la bienveillance et le lien social. Donc, compétence, proximité, bienveillance, c'est à mon avis les 3 mots-clés pour reconstruire des formes de confiance qui peuvent porter effectivement des laboratoires d'innovation territoriale qui puissent être pertinents pour justement eh bien, s'adapter aux logiques de vieillissement, aux logiques de transformation tout simplement que vivent nos sociétés. En fait, on est vraiment sur une question de cohésion des territoires et qu'en France, on a du retard, on n'est pas super bon là-dedans, que ce soit en urbain ou en rural. Il y a plein d'initiatives partout. On n'est pas au courant forcément de tout ce qui se passe. Des initiatives de maires, des initiatives d'associations, des fois des initiatives des deux. Il y a plein de choses. Il y a vraiment quand même, et c'est positif, parce qu'il faut finir par une note positive, l'isolement des personnes âgées, la solitude des personnes âgées, il y a une vraie prise de conscience. On le voit sur les programmes des municipales qui commencent à sortir. Et donc ça, c'est vraiment le côté positif des choses. Et donc maintenant, c'est vraiment cette cohésion des territoires à mener. Il y a aussi des citoyens qui ont envie de s'engager et ils ont besoin souvent de tiers de confiance. Et les tiers de confiance, ça peut être nous, les associations. Ça peut être également le maire, puisque c'est ce que vous disiez, Romain, les Français ont encore confiance dans la proximité de la municipalité. Et il y a des choses qui se font, qui sont en train de se mettre en place. On en parlera, je crois, cet après-midi de Paris en compagnie, donc je ne vais pas développer. Où donc il y a la mairie qui fait quelque chose avec des associations et ça permet de remettre du lien social et de la cohésion sur le territoire. Et ça, c'est très important.